Nous sommes de retour sur Militaria FM, votre radio de la caserne. Il est 11 h et il est temps de retrouver votre chronique bloc-notes présentée par l'adjudant Tom. À vous, cher adjudant. Ils l'ont fait. Telle fut certainement la phrase prononcée par les généraux allemands en cette date du 7 septembre 1939. Alors qu'Adolf Hitler plongeait l'Europe et le monde dans la guerre en envahissant la Pologne le 1er septembre, il reçut, tel un coup de poing, une déclaration de guerre fracassante provenant des Français et des Britanniques 2 jours plus tard, le 3 septembre. S'ensuivit alors un nouveau soufflet stressant pointé dans le dos de la Wehrmacht lancée sur la campagne polonaise. Le 7 septembre 1939, l'armée française entrait en Allemagne et envahissait la région de la Sarre. Dans cette chronique, nous allons revenir sur cette offensive qui pourrait être qualifiée de timide, mais qui a eu le mérite d'exister et d'avoir donné de petites sueurs froides au Führer et à sa clique. Pour parler de ce sujet, j'ai invité le colonel liégeois, toujours fidèle au poste. Comment allez-vous, mon colonel? Bonjour mon adjudant, bonjour les auditeurs. Oh, je vais bien. Le Covid n'a pas eu ma peau. Il en faut plus pour tuer le vieux lion que je suis. Oh, je suis très heureux de l'apprendre. Colonel, je vous laisse présenter cette histoire. Merci beaucoup. Le coup de tonnerre se fracassa sur une Europe en ébullition. L'Allemagne de Hitler jeta à la poubelle les pourparlers et les promesses faites avec les accords de Munich l'année précédente. La France, alliée d'une Pologne prise à la gorge, se devait de réagir. Une ambitieuse offensive se prépara alors en coulisses et avec une étonnante vitesse. Il fallait agir en ce sens pour pousser sans délai les Allemands dans une guerre sur 2 fronts. Qui plus est, qu'une grosse partie de l'armée allemande se trouvait alors engagée en Pologne. C'est Maurice Gamelin qui prit les choses en main et nomma le général André-Gaston Prétola pour mener le 2e groupe d'armées en Sarre. Ce furent précisément les 3e, 4e et 5e armées, un total de 34 divisions d'infanterie et un nombre conséquent de bataillons de chars qui franchirent la frontière allemande. Le 7 septembre 1939, l'infanterie entra dans la région de Kadenbronn, suivie par les blindés 2 jours plus tard. Une offensive qui se joua fortement sur un coup de poker, une sorte de bluff. En effet, les dirigeants français savaient que leur armée était encore considérée comme étant très puissante, la plus forte du monde. Cependant, dans les faits, les retards accumulés dans les années 30 lancèrent une armée pas encore prête. Le réarmement français avait été estimé pleinement effectué qu'en 1941. Colonel, quelle a été la réaction allemande face à cette opération Sarre? Aussi étrange que cela puisse paraître, l'incursion française se fit sans aucune résistance. Aucune? Oui. À part les mines, les Français ne rencontrèrent aucune défense. La ligne Siegfried fut aussi calme qu'un jeudi. Le gros des troupes allemandes en Pologne n'avait laissé que des fonctionnaires militaires à l'ouest. Un manque d'opposition qui rassura les soldats français qui s'étaient préparés psychologiquement à connaître un enfer digne de 14-18. Bah, c'est cool comme accueil, non? Oui et non. Le revers de la médaille, c'est que cette offensive à caractère agressif, dans le but de montrer l'écrou, se transforma presque en une balade familiale. L'avancée connut un ralentissement coupable, traversant des villages vidés de leurs habitants. Ces derniers ayant eu largement le temps de s'enfuir. Une pression psychologique s'intensifia également à la vue d'écriteaux en français demandant une paix. Une propagande qui joua un certain rôle. Pourtant, on remarque qu'il y a eu des morts durant cette offensive. Presque 2000 victimes en comptant les malades et les blessés. En effet, la propagande pacifique cachait en réalité des mécanismes mortels. Des mines et des explosifs étaient cachés, ce qui eut pour effet de ralentir une armée française de plus en plus prudente, alors qu'une route était toute tracée vers la Rhénanie et les villes de Kaiserslautern et Trèves. Et pourquoi cette prudence? Les champs de mines et les barrages, Maurice Gamelin devait bien s'y attendre, non? Difficile à dire. Remarquant que les mines devenaient de plus en plus présentes au fur et à mesure des kilomètres, un sentiment un peu paranoïaque s'empara des esprits. Par exemple, les bataillons d'artillerie et de chars français qui pénétrèrent sur le territoire germanique restaient toujours à proximité de la frontière, histoire de vite se replier en cas d'attaque surprise. Pourtant, on ne peut pas dire que les Français étaient désavantagés du point de vue des blindés, avec notamment leurs chars B1 bis. Et comment? Les canons allemands de 37 mm ne pouvaient rien contre les épées blindages et chars français. Mais ces chars étaient vraiment utilisés n'importe comment, alors que les canonniers allemands savaient intelligemment jouer des paysages pour positionner leurs canons anti-chars, ce qui donna une impression que ces canons étaient plus nombreux qu'ils ne l'étaient vraiment. Ah, l'éternel combat entre l'approche puissante mais lente et celle plus faible mais rapide. La psychologie joue un rôle important. Devant des champs de mines de plus en plus denses et des Allemands malins et bien organisés,
Malgré l'écrasante infériorité numérique, le pic de l'avancée française fut réalisé le 12 septembre 1939 avec une pénétration de 8 km en Allemagne. Des villages allemands furent défendus des fois par une section, voire un soldat armé d'une mitrailleuse. Et les Français avaient un tel manque de confiance en leur offensive? La propagande, mon cher adjudant, la propagande, la puissance des médias. Les actualités allemandes, espionnées par les services de renseignement français, n'avaient de cesse de montrer une armée puissante de chars, d'avions, de troupes préparées qui écrasaient les Polonais. Les Français avaient donc la crainte d'une contre-attaque puissante de cette armée infernale. Mais tout ça n'était également que du bluff. Un bluff pour contrer le bluff? Exactement. Car dans les faits, Hitler avait tellement voulu une victoire rapide en Pologne qu'il y avait déplacé toutes ses divisions, à un tel point qu'il n'y avait absolument aucun blindé chenillé lourd à l'ouest du Rhin à ce moment-là. Seules 43 divisions d'infanterie, en rappelant que les Français en envoyèrent 34 en Sarre, étaient dispersées à l'ouest de l'Allemagne, mais sur un territoire allant du Danemark à la Suisse. Face aux Français se trouvaient les soldats allemands de la première armée du général Erwin von Witzelben, composé de 13 divisions d'infanterie. Des soldats en manque de mitrailleuses et de canons anti-chars. Que ça? Face à des Français qui étaient en force, bien équipés avec un appui d'artillerie important et la ligne Maginot dans leur dos. C'est ballot quand même. Cette percée française avait pour point de mire la cité de Kaiserslautern et les portes de la Rhénanie, cœur industriel de l'Allemagne. Pour empêcher une percée vers cette direction, la ville de Saarbrück avait été lourdement fortifiée par le passage de la ligne Siegfried ou le Westwall. Mon colonel, cette ligne Siegfried ou le Westwall, qu'est-ce que c'est en gros? Eh bien, depuis la remilitarisation de la Rhénanie en 1936, la ligne Siegfried, qui n'était pas une défense continue, mais une succession de forts et de casemates, servait de barrière partant des Pays-Bas jusqu'à la Suisse. Un chantier immense qui était pourtant fortement inachevé en 1939, mais qui opposait une défense sur 3 ceintures en profondeur. Ces 3 ceintures servant de défense pour l'accès à Kaiserslautern notamment. Comme pour le futur mur de l'Atlantique, les Allemands avaient vu trop gros et trop vite. C'est tout à fait ça. La précipitation força les ingénieurs allemands à placer des défenses à de mauvais endroits et d'autres défenses ne furent tout simplement pas achevées. Malgré l'immensité du West Wall, il n'était qu'un colosse au pied d'argile et Kaiserslautern semblait sans défense pour l'armée française. Mais les Français ne prirent pas conscience de cette situation. Malgré l'immense écart des forces entre les armées, l'armée française redoubla de prudence. Une contre-attaque majeure allemande pouvait survenir à tout instant, ce qui engendrerait une nouvelle guerre majeure, une nouvelle fois sur le sol français. Et ça, comme vous l'avez dit dans l'épisode 1 du chapitre 2, on n'en voulait pas en France. Et Adolf Hitler pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Adolf Hitler, après avoir été surpris de la réaction française et avoir certainement eu quelques petites sueurs froides devant l'avancée initiale, s'était repris et paraissait bien calme en cette période, alors que son état-major s'inquiétait. Optimiste, Hitler s'était convaincu que cette offensive était un beau moyen de tester l'efficacité de sa ligne Siegfried. De plus, il comprit que cela pouvait lui servir de prétexte à une attaque de la France plus tard. En gros, pour se défendre en disant que c'était les Français qui avaient attaqué les premiers. Et il est certain qu'après avoir remarqué qu'en 10 jours d'offensive, les Français n'avaient toujours pas capturé de villes importantes en Allemagne, dont Saarbrück, et il se conforta dans son idée que l'armée française n'était peut-être pas aussi puissante qu'espérée, ou du moins qu'elle n'était pas du tout prête pour faire la guerre. Et le 21 septembre 1939, cette opération connut un revirement total de situation. Comment l'expliquez-vous, mon colonel? Le général Maurice Gamelin, à force de pénétration en Allemagne, imposa de plus en plus de prudence. Chaque kilomètre, si pas centaines de mètres percés en direction de Kaiserslautern dans ce West Wall, éloignait de plus en plus la frontière et la ligne Maginot, alors que les défenses en mines et en infanterie augmentaient. Et alors qu'en Pologne, la situation tournait largement en faveur des Allemands, qui plus est, avec l'invasion soviétique à l'Est, laissait présager une fin du conflit et un retour rapide en Allemagne du gros des troupes. D'un conflit entre la France, le Royaume-Uni, la Pologne contre l'Allemagne nazie allait peut-être naître un nouveau conflit mondial, en plus que les Italiens, alliés des Allemands, montrèrent également les dents. Le 21 septembre 1939, de peur de perdre beaucoup de divisions d'infanterie, Maurice Gamelin lança son instruction personnelle numéro 4 et ordonna le repli des troupes d'Allemagne sur la ligne Maginot.
Une cruelle déconvenue, presque une humiliante retraite, qui montra au monde l'incertitude, voire la faiblesse de la puissante armée française. Oh, Maurice Gamelin ne se fit pas bien voir. Bon nombre de généraux français, dont Henri Giraud, entraient dans une colère noire devant ce repli, alors que la réalité du terrain était favorable à une percée vers le Rhin. Maurice Gamelin prétextait que cette opération n'était en fait qu'un test pour mesurer le niveau de préparation de l'armée française. Cela sera le préambule au problème de communication et d'entente dans la hiérarchie française qui sera l'une des causes, mais pas la seule, de la débâcle de mai 1940. Mais alors, je vous pose la question, mon colonel. Les Français étaient-ils vraiment capables de s'enfoncer plus profondément en Allemagne? Ou alors Gamelin a-t-il eu raison de se replier? Alors, militairement, les Français auraient été tout à fait capables de percer sur le Rhin en passant par Sarrebruck, Kaiserslautern ou Mannheim. Surtout si toutes les ressources blindées et l'aviation avaient accompagné le mouvement. Une aviation française tout aussi absente de l'opération que l'allemande, car en accord avec les Britanniques, il fut décidé de ne pas bombarder l'Allemagne au risque de tuer des civils. Les Allemands s'étaient même mis d'accord pour dire que les Français auraient pu arriver sur le Rhin en 2 semaines. Ils avaient pris conscience que la situation à l'ouest n'était peut-être pas urgentissime, mais quand même alarmante. Donc, Maurice Gamelin a eu tort. Eh bien en fait, sur le long terme, on peut dire que non. Une percée sur le Rhin aurait fait avancer imprudemment beaucoup de divisions d'infanterie et de bataillons de blindés en Allemagne, mais la contre-attaque allemande, après la victoire en Pologne, menée par les Panzerdivisions et surtout l'aviation, je le rappelle, absente lors de l'opération Sar, aurait été un coup dur pour la France qui aurait pu perdre très gros. Cela aurait même affaibli la ligne Maginot. Bref, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Le 30 septembre 1939, le repli des forces françaises fut ordonné et nocturne. Un repli tout aussi lent que l'avancée pour des soldats divisés entre ceux heureux de rentrer au pays et les autres qui voyaient l'opportunité d'embêter les Allemands plus longtemps s'éloigner. Les dernières forces françaises quittèrent l'Allemagne le 17 octobre alors que la contre-attaque allemande débuta la veille le 16 octobre. Il n'y eut pas de gros combats entre les Français et les Allemands, mais les Allemands pénétrèrent malgré tout légèrement en territoire français où ils stationneront pendant 5 mois. À la suite de ce repli, commença la période de la drôle de guerre, où les Français, à l'abri de la ligne Maginot, attendirent des ordres qui ne vinrent jamais. Les Allemands en profitèrent pour se reposer, se réarmer, replanifier leur stratégie pour, le 10 mai 1940, faire payer à la France à la fois l'armistice de 1918, mais également cette courageuse mais timide offensive française en Sarre. Merci à tous pour avoir écouté cette chronique. Merci beaucoup mon colonel pour être venu nous parler de l'opération sur la Sarre. De rien, je m'en vais recombattre le Covid. Ils ne mourront pas, ces salauds. Oui, c'est ça mon colonel, pas de souci, pas de souci. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur cette offensive dans la Sarre, je vous invite à aller voir la vidéo des historateurs. Je vous mettrai un lien en description. C'est une vidéo un peu plus longue qui explique également l'offensive de la Sarre, mais selon leur point de vue. Je tiens également à remercier aussi Eugène. Eugène, au fait, il tient une petite chaîne YouTube, la chaîne qui s'appelle Les Frères d'Armes, je mettrai un lien en description. Et Eugène a accepté de refaire toutes mes miniatures de mes vidéos, donc il fait un super travail, je tenais également à le remercier. Surtout n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et surtout à liker la vidéo, nous sommes de plus en plus nombreux. Chers auditeurs, n'oubliez pas, c'est en oubliant le malheur qu'on retombe dans la terreur. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!